il faut s'imaginer en train de construire à la main une montagne de 20 mètres de haut. Genre, on déplace des tonnes et des tonnes de boue, tout ça pour finalement la voir rétrécir au fil des décennies jusqu'à faire la taille d'une maison de plein pied. Ouais, c'est assez ironique. Et pire encore, il faut s'imaginer engloutir des milliards dans une île artificielle futuriste, construite presque entièrement sur des ordures ménagères, pour réaliser une fois les travaux terminés que personne ne veut y vivre. C'est vrai que ce sont des scénarios qui semblent complètement absurdes. On dirait presque que c'est sorti d'un roman de science-fiction dystopique, tu vois. C'est clair. Pourtant, c'est la réalité pure et dure de l'ingénierie urbaine quand on s'attaque à des forces qui nous dépassent. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante, plutôt tumultueuse et franchement souvent ignorée de la baie d'Osaka. Exactement. Et notre guide pour ce voyage, c'est un document vraiment remarquable. C'est le rapport de recherche sur la géographie historique de Tenpozan et Yumeshima. Tout à fait. L'objectif aujourd'hui, la mission même, c'est de découvrir comment la ville d'Osaka a passé les 2 derniers siècles à littéralement fabriquer la terre sur laquelle elle repose. Ouais, fabriquer, c'est le mot juste. On va explorer 5 récits historiques assez dingues, révéler au passage les joyaux cachés qui attendent les visiteurs d'aujourd'hui, et surtout, analyser la mécanique derrière cette obsession humaine à vouloir dompter l'océan. Ce rapport est une vraie mine d'or, en fait. Parce qu'il ne se contente pas de lister des dates, tu vois. Il décortique vraiment les mécanismes physiques et sociaux. Il montre qu'une ligne côtière, c'est pas qu'une simple donnée géographique sur une carte. Non, c'est bien plus que ça. C'est un champ de bataille perpétuel, ouais. Un affrontement entre les ambitions d'une société et la réalité implacable de la géologie. Ok, décortiquons ça. Pour comprendre cette espèce de compulsion à créer de la Terre à partir de rien, il faut remonter à la source. Donc, on se place en 1831. La fin de l'époque d'Edo, pour situer. Exact. Osaka est alors le cœur commercial du Japon, ce qu'on appelle la cuisine de la nation. Sauf que cette cuisine a un énorme problème de plomberie. Le terme est très bien choisi, parce que le réseau sanguin d'Osaka, ce sont ses cours d'eau, et plus particulièrement les rivières Aji et Yodo. Ouais. Mais le truc, c'est qu'à cette époque, ces rivières s'envasent à une vitesse vraiment alarmante. Les sédiments s'accumulent au fond. Et le résultat concret de tout ça, c'est que les immenses navires marchands, les fameux Kitama Ebune, qui transportaient le riz et les richesses du Nord, ils restent bloqués à l'embouchure. Ah oui, ils peuvent littéralement plus avancer. C'est ça, ils peuvent plus décharger leurs marchandises. Du coup, c'est toute l'économie de la ville qui menace de s'asphyxier. Et c'est là que le shogunat d'Edo lance le grand dragage de Tenpo, un chantier mais titanesque. Sauf qu'au lieu de simplement jeter cette boue au large avec des barges, comme on le ferait logiquement aujourd'hui, ils prennent une décision assez radicale. Ouais, très radicale. Ils empilent toute cette vase à l'embouchure même de la rivière. Tout ça pour créer une colline artificielle d'une 20aine de mètres de haut. Ils la baptisent Tenpozan, la montagne de l'ère Tempo. Et ça devient instantanément un point de repère crucial pour la navigation, le Meiji-Rushiyama. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la dimension psychologique de ce chantier. Le shogunat, il aurait très bien pu imposer ça comme une simple corvée laborieuse, genre du travail forcé. C'est ce qu'on attendrait d'eux à l'époque, en fait. Exactement. Mais les citoyens d'Osaka, les marchands locaux, ils ont transformé cette urgence logistique en un immense élan collectif. Ils ont financé une partie des travaux eux-mêmes, et surtout, ils en ont fait un événement festif. C'est fou, ça. J'ai lu qu'ils y allaient en portant des kimonos assortis, en chantant, carrément avec une ambiance de festival de rue. C'est comme une gigantesque campagne de financement participatif, sauf qu'au lieu de recevoir un t-shirt à la fin, on construit une montagne avec ses propres mains. Ouais, c'est l'alchimie parfaite de l'ingénierie sociale. En plantant des pins et des cerisiers sur ce tas de boue fraîchement dragué, les habitants se sont complètement appropriés l'espace. La montagne, c'était plus juste une décharge de sédiments, quoi. Exactement. C'était devenu leur parc de loisirs. C'était un symbole physique de leur résilience économique face à la nature. Ce qui nous amène au premier joyau caché de notre parcours. Et franchement, c'est une merveille d'ironie historique. Quiconque se rend à Tenpozan aujourd'hui pour admirer ce fameux chef-d'œuvre d'ingénierie de 20 mètres de haut va être très déçu. Ou très amusé, ça dépend. Plutôt amusé, je pense. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, Tenpozan est officiellement reconnue comme la montagne la plus basse du Japon. Elle culmine à un impressionnant, attention, 4,53 mètres d'altitude. La nature a repris ses droits, tout simplement. L'affaissement naturel des sols, qui était constitué de boue molle, combiné au pompage excessif des eaux souterraines au XXe siècle, ça a littéralement fait fondre la montagne.
Sans parler des militaires qui, un peu plus tard, ont rasé le sommet pour leurs propres besoins. Oui, ça n'a pas aidé non plus. Il faut d'ailleurs préciser, pour ceux qui voudraient visiter le coin, qu'on peut se rendre dans les petits commerces locaux autour du parc de Tembozan pour obtenir un véritable certificat d'ascension. C'est génial. Cette ambiance bon enfant, les cerisiers en fleurs de 1831, ça n'allait pas durer éternellement. La scène internationale a violemment rattrapé Osaka. Ouais, là on bascule une vingtaine d'années plus tard, en 1854, c'est la crise des fameux navires noirs. Le navire de guerre russe, le Diana, fait une apparition extrêmement menaçante dans la baie d'Osaka. Et là, panique à bord. Totalement. Le shogunat, qui maintenait jusque-là le pays dans un isolement strict, réalise soudain que de gigantesques navires occidentaux, lourdement armés, peuvent frapper à n'importe quel moment. On imagine très bien les dirigeants d'Osaka regarder la baie et se dire Hmm, on a une colline avec de jolis pins pour faire des pique-niques, mais ça va peut-être pas suffire contre des canons à longue portée. C'est à peu près ça. Donc, sous la direction du magistrat Katsukeishu, la colline de Tembozan est frénétiquement militarisée. En 1864, on la transforme carrément en une forteresse de style occidental en forme d'étoile. Cette architecture en étoile, elle était inspirée des plans de Vauban en Europe. C'était conçu pour éliminer les angles morts et maximiser les tirs croisés d'artillerie. Le shogunat a injecté des fortunes pour armer ce fort. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La grande fierté de cette forteresse, c'était un canon en bronze colossal. On parle d'un monstre de 352 cm de long, pesant 2,4 tonnes. Il a été fondu par les artisans du clan Tsuyama. Un exploit technique pour l'époque. Mais attends, je ne suis pas une experte en métallurgie militaire, mais en 1864, fonder un canon géant en bronze face à des flottes occidentales qui sont déjà équipées de canons en acier rayé, ça me semble être une erreur de calcul technologique majeure, non? C'est une excellente observation. Le Japon féodal maîtrisait parfaitement la fonte du bronze, c'est vrai, une technique héritée de la fabrication des cloches de temple. D'accord? Mais le pays manquait cruellement des hauts fourneaux nécessaires pour produire de la fonte ou de l'acier de qualité militaire à grande échelle. Donc c'était une démonstration de force monumentale, visuellement impressionnante, mais technologiquement déjà complètement obsolète au moment même où le bronze refroidissait. Et le pire, c'est que l'ironie va encore plus loin. Presque immédiatement après l'installation de ce monstre, le shogunat s'effondre. La restauration de Meiji a lieu en 1868. Et tout change. Voilà, le pouvoir impérial reprend le contrôle, l'armée est modernisée à l'occidental, et cette fameuse forteresse de Tembozan est juste abandonnée. On se retrouve donc avec un canon de plus de 2 tonnes, flambant neuf, qui ne sert strictement à rien. Si l'on relie ça à la situation dans son ensemble, c'est là que la capacité d'adaptation de la société japonaise entre vraiment en scène. En 1870, ce canon est déplacé. Il ne pointe plus du tout vers la mer pour effrayer les Russes ou les Américains. Ils en font quoi alors? On le déplace carrément au château d'Osaka et on l'utilise pour tirer à blanc tous les jours à midi tapant. Il devient le Hirun Don, le canon de midi. Faire rouler des trains à l'heure, il faut que tout le monde soit synchronisé sur un temps standard. Ah, la fameuse discipline de l'horloge. Exactement. L'outil de dissuasion militaire est recyclé pour imposer la discipline temporelle du capitalisme naissant. Le fracas de la poudre ne signale plus du tout la guerre, il signale la pause déjeuner des ouvriers. Et ça nous offre notre deuxième joyau caché. Ce canon historique, il ne se trouve plus du tout sur la côte aujourd'hui. Pour le voir de ses propres yeux, il faut aller au pied du donjon principal du château d'Osaka. Il trône là, lourd et silencieux. C'est un témoignage incroyable de ce glissement de fonction radical. Pendant que les militaires quittaient la baie d'Osaka pour aller vers le centre-ville, d'autres acteurs, eux, faisaient le chemin inverse. Dès 1868, le nouveau gouvernement Meiji ouvre officiellement Osaka au commerce international et crée la concession étrangère de Kawaguchi. L'idée sur le papier, elle était grandiose, hein. On prend une île dans le delta fluvial, qu'on rebaptise pudiquement Umemoto-jima, et on la découpe en 26 parcelles. On vend ça aux enchères, aux Britanniques, aux Américains, aux Français. On pave les rues, on met des lampadaires, on construit des belles maisons de style colonial. Voilà. L'ambition, c'était vraiment de créer une petite Europe en plein cœur d'Osaka pour capter la richesse du commerce mondial. Sauf que le plan parfait a rencontré un obstacle géologique incontournable, la profondeur de l'eau. Mais attends, s'ils avaient réussi à déplacer assez de boue en 1831 pour créer la montagne de Tembozan, pourquoi ne pas simplement relancer un grand projet de dragage?
Pourquoi ne pas creuser le fleuve jusqu'à cette nouvelle concession de Kawaguchi? Pourquoi capituler face à de la boue? C'est vraiment une question d'échelle technologique. En 30 ans, la révolution industrielle a complètement transformé la marine mondiale. On est passé de navires en bois à de gigantesques navires à vapeur en acier. Ah oui, le poids n'est plus du tout le même. C'est ça. Le tirant d'eau de ces monstres métalliques exigeait des profondeurs que des milliers d'hommes armés de pelles ne pouvaient tout simplement pas creuser, et encore moins maintenir face au courant constant des sédiments qui revenaient sans cesse. Donc, le résultat était un cauchemar logistique. Les grands vapeurs étrangers devaient jeter l'ancre au large, très loin de Kawaguchi. Du coup, il fallait transborder les marchandises sur de petites barques pour remonter le fleuve. Ce qui prenait un temps fou. Et ça coûtait une fortune. C'est vraiment l'équivalent d'une start-up technologique ultra moderne qui s'installe dans un palais magnifique, mais qui réalise le premier jour que sa connexion Internet a le débit d'un modem des années 90. C'est une super métaphore, et en géographie, ça porte un nom. Le déterminisme logistique. La géographie physique a tout simplement dicté l'économie. Face à ces surcoûts, les marchands étrangers, ils n'ont pas hésité bien longtemps. Ils sont partis. Ils ont fait leurs valises et sont partis s'installer à Kobe, qui est un port naturel en eau profonde, situé juste à côté. La concession commerciale de Kawaguchi est morte dans l'œuf, vaincue par quelques mètres de sédiments. C'est triste, mais bon, la nature a horreur du vide et les villes aussi. Les marchands sont partis, d'accord, mais les missionnaires et les éducateurs occidentaux, eux, ils sont restés. Du coup, Kawaguchi s'est métamorphosé en un véritable centre intellectuel et religieux. Et au final, c'est ce qui a sauvé le quartier de l'oubli total. Des écoles, des hôpitaux et des églises y ont été bâtis, jetant vraiment les bases de l'éducation moderne dans toute la région du Kansai. Et ça nous offre un joyau touristique complètement inattendu. Si on se promène aujourd'hui dans ce quartier, dont le tracé des rues en damier, d'ailleurs toujours de 1868, on tombe soudain sur l'église du Christ de Kawaguchi. Elle est impressionnante. Magnifique, c'est un édifice gothique en briques rouges qui appartient à l'église anglicane du Japon. Voir cette architecture victorienne posée là, au milieu des bâtiments en béton ultra-moderne d'Osaka, c'est presque surréaliste. C'est une cicatrice magnifique d'une ambition commerciale ratée. On pourrait croire que cet échec assez cuisant à Kawaguchi aurait calmé les ardeurs des planificateurs urbains, qu'ils auraient enfin compris les limites de l'ingénierie face à l'eau. Pas du tout. Bien au contraire, au XXe siècle, cette obsession de repousser la mer a explosé à une échelle mais complètement délirante. Sauf que, cette fois-ci, le matériau de base n'était plus la boue draguée des rivières. C'était les poubelles de la ville. Bienvenue dans l'histoire de Yumeshima, l'île du rêve. Le contexte est hyper important ici. Dans les années 70, le Japon connaît une croissance économique fulgurante. Et ça s'accompagne, logiquement, d'une explosion de la production de déchets urbains. Forcément. Osaka manque cruellement de place pour ces déchets. Donc, la décision est prise de créer une île artificielle gigantesque au large, uniquement pour y envouir ces millions de tonnes d'ordures et les gravats des chantiers. Yumeshima naît vraiment comme la poubelle ultime de la métropole. Jusque-là, c'est de la gestion de déchets, disons, classique. Mais c'est là qu'intervient la folie de la bulle économique des années 80. L'argent coule à flot. Les planificateurs regardent cette gigantesque montagne de détritus au milieu de la baie et se disent « Waouh Et si on construisait une technopole futuriste dessus ?» C'est exactement ça. Il lance le plan Technoport Osaka. Et pour prouver au monde entier que ce tas d'ordures est le centre absolu du futur, la ville décide carrément d'en faire le site principal de sa candidature pour les Jeux Olympiques d'été de 2008. C'est tellement audacieux. Cela soulève une question importante sur la mentalité de ce qu'on appelle l'État constructeur au Japon. C'est un système un peu particulier où la bureaucratie et les entreprises de BTP s'alimentent mutuellement. On planifie des infrastructures pharaoniques juste pour maintenir l'activité économique, mais en se déconnectant totalement de la demande réelle. Oui, on construit pour construire. Exactement. On a construit un espace gigantesque, mais personne ne s'est demandé si les entreprises voulaient vraiment, mais vraiment s'installer sur une ancienne décharge qui a en plus coupé du centre-ville. Et le réveil a été brutal. En 2001, le Comité international olympique se réunit pour choisir la ville hôte de 2008. Osaka termine bonne dernière avec un total humiliant de 6 petites voix. La bulle éclate. On se retrouve avec une île sur laquelle on a englouti 340 milliards de yens d'argent public. Un désastre financier. Yumeshima est devenu un terrain vague, balayé par les vents, ce que la presse locale a qualifié d'héritage négatif. Alors qu'est-ce que tout cela signifie ? C'est
ahurissant. C'est comme s'endetter sur 3 générations pour construire un palais immense et réaliser au moment de poser le toit qu'on a juste oublié de prévoir des portes. Et le terme héritage négatif, il masque d'ailleurs une réalité géologique assez effrayante. Ce que les rapports soulignent bien, c'est que le sol de Yumeshima est fondamentalement instable. Ah oui, Ben oui. Comme il est constitué de déchets récents qui continuent de se décomposer et d'expulser des gaz, l'île subit un phénomène de tassement sévère. Le sol, en fait, il s'enfonce continuellement. attends. Laisse-moi bien comprendre. Tu es en train de dire que l'exposition universelle de 2025, la fameuse Expo 2025, dont le site principal est à Yumeshima, elle est actuellement en train d'être construite sur un sol qui s'enfonce de manière active. Ouais, c'est ça. Le fameux Grand Ring, là, ce gigantesque anneau en bois qui fait la fierté de tous les architectes, il repose sur des ordures qui pourrissent et s'affaissent. C'est exactement le cas. Et le défi technique pour stabiliser les fondations de l'Expo 2025 est tout simplement astronomique. Les ingénieurs, ils doivent planter des centaines de pieux d'acier profondément à travers la couche de déchets jusqu'à atteindre un substrat dur. C'est un travail de fou. Et tout ça en prévoyant des systèmes ajustables pour compenser l'affaissement futur de la surface. C'est une lutte de chaque instant contre la gravité et la chimie. C'est vertigineux. Et pour observer cette folie humaine à une distance de sécurité, on va dire, voici notre conseil touristique. Il suffit de monter à l'observatoire de la Tour Cosmo, qui est situé sur l'île voisine de Sakishima. De là-haut, on a une vue panoramique complète sur Yumeshima. On peut observer les grues, l'anneau de bois géant qui prend forme, et on réalise vraiment l'échelle de ce combat acharné contre la nature. Mais pour que l'Expo 2025 puisse ne serait-ce que fonctionner, il fallait régler le problème majeur de Yumeshima, son isolement. Une île lointaine, ça sert pas à grand-chose si on ne peut pas y acheminer des millions de visiteurs, n'est-ce pas? Il a donc fallu concevoir une liaison avec Sakishima. Et c'est là qu'on touche à la quintessence de la complexité, la construction du tunnel de Yumezaki dans les années 2000. Mais là, encore une fois, je me fais un peu l'avocate du diable. Percer un tunnel sous-marin, aujourd'hui, bon, on sait faire. On a des tunneliers géants qui creusent la roche, comme pour le tunnel sous la Manche. Où est le vrai problème ici? Le problème, c'est la nature du fond marin d'Osaka. Ce n'est absolument pas de la roche dure. C'est de l'argile alluviale extrêmement molle, non consolidée. C'est littéralement de la pâte à modeler. D'accord. Si on envoie un tunnelier classique là-dedans, tout s'effondre immédiatement. Les ingénieurs ont donc dû employer la méthode des tubes immergés. Ok, j'ai lu les détails sur cette technique et franchement, ça donne le vertige. Ils ont fabriqué d'immenses boîtes en béton armé sur la terre ferme. Chaque bloc faisait 100 mètres de long, plus de 35 mètres de large. C'est la taille d'un immeuble entier couché sur le flanc, quoi. C'est colossal. L'objectif, c'était de creuser une tranchée au fond de l'eau, de faire flotter ces immenses blocs, puis de les couler un par un au fond pour les emboîter dans l'obscurité totale des abysses boueux d'Osaka. Ouais, c'est un exercice de précision chirurgicale, mais à une échelle industrielle. Et le génie de cette opération réside dans la méthode dite du key element, l'élément clé. Parce que une fois que les gigantesques blocs sont alignés sous l'eau, séparés par des énormes joints en caoutchouc, la question c'est comment on fait pour les sceller de manière étanche avec une pression suffisante? On ne peut pas juste visser des boulons géants sous l'eau. Bon, le rapport explique qu'ils ont utilisé l'eau elle-même, hein, et c'est ça qui m'a complètement bluffé. Absolument. En pompant l'eau emprisonnée entre les cloisons provisoires de deux blocs adjacents, il crée un vide relatif. Et à cet instant précis, l'énorme pression hydrostatique de l'océan extérieur vient littéralement écraser les blocs l'un contre l'autre. Waouh! Ça compresse les joints en caoutchouc avec une force surhumaine pour créer une étanchéité parfaite. En fait, c'est l'océan lui-même qui scelle le tunnel. C'est brillant techniquement, vraiment. Mais économiquement, c'est l'illustration d'un concept terrible que tu mentionnais plus tôt. Ouais, la dépendance au sentier. Osaka avait déjà investi tellement de milliards dans la création de cette île poubelle de Yumeshima qu'il était devenu politiquement impossible d'abandonner le projet. Pour essayer de sauver l'investissement initial, ils ont été obligés de dépenser des fortunes supplémentaires pour construire ce tunnel ultra complexe. C'est la spirale infernale des grands travaux publics. Mais bon, le résultat est là et il est accessible. Depuis le 19 janvier 2025, la ligne de métro Chuo a été prolongée pour traverser ce fameux tunnel de Yumashaki jusqu'à la nouvelle station de Yumeshima. Et franchement, c'est une expérience incroyable de s'asseoir dans une rame étincelante et de se dire qu'on glisse à toute vitesse à travers ces blocs de béton immenses, maintenus étanches par la seule force de l'océan,
au beau milieu d'une boue d'argile instable. C'est une traversée fluide, presque banale pour le passager moderne. Mais cette fluidité, elle efface souvent la violence des efforts nécessaires pour l'obtenir. Le rapport prend bien soin de rappeler que derrière ces prouesses, il y a une réalité physique et humaine très lourde. Et c'est essentiel de le souligner. Pour équilibrer un peu l'émerveillement technologique, il existe un lieu de recueillement incontournable dans l'arrondissement de Minato, à Bentensho. C'est le monument aux morts des travailleurs du port. Un lieu très poignant. Ce modeste mémorial nous rappelle que cette baie, c'est pas qu'un terrain de jeu pour ingénieurs. Il honore ceux qui ont creusé la boue de Tenpozan au XIXe siècle, les milliers de civils victimes des bombardements sur les infrastructures portuaires pendant la Seconde Guerre mondiale, et bien sûr, les scaphandriers et ouvriers qui ont risqué ou perdu leur vie dans les caissons pressurisés des tunnels modernes. C'est la mémoire ouvrière du paysage. Ignorer ce monument, ce serait regarder la géographie d'Osaka comme une simple maquette de plastique. Ce serait oublier la sueur, le sang et l'épuisement humain qui cimentent littéralement chaque mètre carré de cette côte. Alors avec tout ça, qu'est-ce qu'on retient au final ? On a voyagé de la boue draguée de 1831 aux anneaux de bois de l'Expo 2025, en passant par des canons obsolètes, une enclave européenne ratée et un tunnel sous-marin compressé par l'océan. Quelles sont les grandes leçons à tirer de cette frénésie créatrice dans la baie d'Osaka ? Je dirais que le fil conducteur de toutes ces sources, c'est que la baie est avant tout un espace frontalier. C'est un laboratoire à la marge de la ville. Parce que ces zones, de Tenpozan à Yumeshima, elles étaient loin du centre historique. Du coup, le pouvoir a pu y tester des politiques radicales sans perturber la vie quotidienne de la cité. C'est un peu le bac à sable de la ville. C'est ça. Des expériences militaires, des paris économiques délirants, des essais d'urbanisme occidental, la marge tolère l'échec. Et l'autre leçon majeure, c'est la fragilité absolue de tout cet artifice. Quand on marche sur Tenpozan aujourd'hui, ou quand on sera à l'Expo 2025, on a l'impression d'être sur la terre ferme, solide, mais c'est une illusion complète. La montagne initiale a presque disparu, Yumeshima s'enfonce au moment même où l'on parle, la ville est sous assistance respiratoire technologique perpétuelle pour ne pas être reprise par l'eau. Il y a également un glissement de fonction qui est fascinant à observer. Historiquement, cet espace gagné sur la mer, il servait à protéger la ville ou à gérer ce dont elle ne voulait plus. On y bloquait les sédiments, on postait des canons contre des étrangers, on y jetait des millions de tonnes d'ordures. Oui, très utilitaire. Et aujourd'hui, on transforme ces mêmes mètres carrés en espaces de consommation de masse. Les parcs d'attractions, l'exposition universelle, les futurs complexes de loisirs. En gros, on maquille l'utilitaire en spectacle. Et pour réussir ce maquillage, il faut une dose massive d'amnésie urbaine. C'est stupéfiant de voir comment chaque nouvel échec est recouvert par une couche de béton et un nouveau récit glorieux. Le désastre de Kawaguchi est adouci par la beauté d'une église en briques. L'humiliation des Jeux Olympiques de 2008 est littéralement enterrée sous les pavillons en bois de 2025. Ouais, on tourne la page vite, hein. La mémoire est effacée pour permettre à la machine de continuer à construire sans se poser de questions. C'est un mécanisme de survie psychologique pour une métropole, en un sens. Une ville ne peut pas avancer si elle reste paralysée par la contemplation de ses propres erreurs coûteuses. Mais bon, c'est précisément le rôle de la géographie historique de gratter le vernis pour révéler les cicatrices. C'est une volonté humaine qui est à la fois terrifiante par son orgueil et en même temps profondément émouvante par sa ténacité. Pour terminer notre exploration aujourd'hui, faisons une petite expérience de pensée. Je suis prêt. Il faut se projeter dans 1000 ans. Imaginons que des archéologues du futur décident de faire un grand carottage dans les sédiments de la baie d'Osaka, juste pour comprendre qui nous étions. Leurs foreuses, elles vont traverser une stratigraphie totalement absurde. Ah oui, complètement. Ils trouveront d'abord une épaisse couche de boue de l'ère féodale, mélangée à des racines de cerisier. Juste au-dessus, ils buteront sur les fondations d'un fort militaire en forme d'étoile. Plus loin, ils sortiront des briques de style victorien européen posées sur de la vase. Ensuite, ils tomberont sur une couche de plusieurs mètres d'épaisseur remplie de bouteilles en plastique, de vieux pneus et de téléviseurs des années 70, et tout en haut, couronnant ce millefeuille improbable, la structure carbonisée d'un immense anneau en bois du XXIe siècle. L'image est incroyable. Ça, c'est strate chaotique et sans aucun livre d'histoire pour les guider.
Que concluraient ces archéologues sur nos peurs et nos rêves? Penseront-ils que la nature a finalement eu raison de notre folie des grandeurs? Ou comprendront-ils que pour l'humanité de notre époque, cet acharnement à fabriquer des paysages artificiels impossibles définissait au fond notre véritable nature? Ça laisse rêveur, vraiment. C'est une réflexion fascinante sur les traces physiques que laissent nos ambitions. Il est toujours enrichissant de prendre le temps d'explorer l'histoire de notre environnement, car la Terre sous nos pieds a souvent des choses beaucoup plus complexes à raconter qu'il n'y paraît au premier abord. Merci d'avoir partagé cette plongée au cœur d'Osaka. À la prochaine fois.